Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Max Horkheimer, théorie traditionnelle et théorie critique. Un auteur doit publier que des idées qu'il défendra sans réserve. Dans le système économique bourgeois, l'activité de la société est aveugle et concrète, celle de l'individu est abstraite et consciente. Les progrès techniques de l'âge bourgeois ne sont pas dissociés de l'entreprise scientifique. Le savoir disponible est toujours immanent, sous forme d'application à la praxis sociale, et la donnée perçue est déterminée par des représentations et des concepts humains. Toutefois, l'individu n'intègre la réalité sensible dans les organisations conceptuelles que comme simple enchaînement de données factuelles. Quelque intelligence que déploient les individus dans la concurrence à laquelle les contraint le système de l'économie bourgeoise, celle-ci n'est régie par aucun plan et n'est pas orientée de façon consciente vers un but d'ordre général. La vie de l'ensemble social n'en résulte qu'au prix de frictions, en quelque sorte par hasard. Il existe une demande pour une énorme quantité de production scientifique. La pensée bourgeoise est ainsi faite que, réfléchissant sur son propre sujet, elle découvre l'ego. Cette pensée est par essence abstraite et son principe est l'individualité. La production n'est pas organisée en fonction de la vie de la collectivité, de manière à satisfaire les revendications individuelles. Elle est organisée en fonction de l'aspiration de quelques individus à la puissance et ne prend en charge la vie de la collectivité que dans la mesure où c'est absolument nécessaire. Le régime tel qu'il existe, la collectivité n'a pas besoin d'intervenir quand les individus subviennent à leurs propres besoins. L'époque actuelle est caractérisée par une économie fondée sur l'échange. Le concept de liberté n'existe pas encore. Les hommes sont enchaînés et la liberté est purement intérieure, idéaliste. La volonté humaine est libre. Le but de notre existence n'est pas d'être heureux, seulement d'être digne du bonheur. L'individu ne pense plus par lui-même. Le contenu des croyances collectives auxquelles personne ne croit vraiment est produit direct des bureaucrates au pouvoir. Leurs adeptes ne font qu'obéir en secret à des intérêts personnels atomisés et inauthentiques. Le niveau intellectuel des masses tombe. S'abandonner au conformisme intellectuel, s'obstiner à croire que la pensée est en elle-même une profession, un domaine autonome, et clos à l'intérieur du corps social, c'est renier, c'est trahir la nature spécifique de la pensée. Dans la perspective matérialiste, l'activité fondamentale est le travail humain, dont les formes déterminées par l'organisation en classe marquent de leur empreinte tous les modes de réaction humaine, y compris la théorie. Les forces qui déterminent de façon décisive la vie sociale et qui exercent le pouvoir se voient confirmées tacitement par la science elle-même dans le rôle de juge de sa signification et de sa valeur, et la connaissance est déclarée impuissante. Le vieux monde meurt d'un principe d'organisation économique périmé. La décadence culturelle est corrélative de ce déclin. L'économie est la cause première du mal, et c'est vers elle que doit se tourner la critique théorique et pratique. La philosophie n'a pas donné naissance à une théorie d'économie politique. Depuis son origine, la pensée représente l'état le plus avancé de la connaissance, qui seul peut être en dernière analyse le facteur de décision. L'appareil de la puissance n'est pas en vérité moins raffiné qu'au temps où il contraignit Galilée à se rétracter et à faire pénitence. La personnalité doit être considérée avec Goethe comme le bonheur le plus haut. Sous l'empire totalitaire du mal, c'est au seul hasard que l'homme doit de pouvoir conserver encore non seulement son existence, mais son identité. Dites-les,
a tiré la conclusion que toutes les tentatives métaphysiques ont pour objectif la construction d'un système totalisant et qui s'impose comme une vérité universelle. Nous pouvons vénérer en toute confiance dans chacune des conceptions du monde une partie de la vérité. Le matérialisme apparaît comme une erreur évidente de la métaphysique. En elle-même, la matière n'a pas de sens et on ne peut faire découler de ses propriétés aucune règle de vie. Chez Spinoza, sont aux racines de la pensée dans l'idéalisme de l'essence de l'homme, une certaine disposition de l'être. Dans l'histoire, c'est toujours la lutte entre des groupes sociaux antagonistes qui a déterminé la référence religieuse et métaphysique en s'adressant aux individus. Kant ne s'est pas borné à constater cette espérance de bonheur, car tout espoir tend au bonheur, mais il lui a donné un fondement philosophique combattant par l'analyse de la raison, le dogmatisme métaphysique. Selon Kant, le temps n'est qu'une condition subjective de notre intuition et il n'est rien en soi en dehors du sujet. Le matérialisme exige l'union de la philosophie et de la science. Max Scheler range le matérialisme parmi les conceptions qui surestiment la valeur de connaissance de la théorie mécaniste de la nature. Les défenseurs du matérialisme ont depuis toujours perdu la liberté ou la vie, témoignant que le souci du confort personnel est une orientation philosophique comme une autre. Rejetant toute perspective de récompense individuelle dans l'éternité. Le matérialisme dit que tous les hommes tendent vers le bonheur et pas seulement le plaisir. Machiavel affirme que les hommes ne font jamais le bien s'ils n'y sont contraints et que la confusion et le désordre s'installent dès qu'ils disposent du libre choix et qu'ils peuvent se laisser aller. Luther voit que la volonté de l'homme est mauvaise. L'homme est mauvais jusqu'à la racine. Mandeville, dans la fable des abeilles, prêche que l'égoïsme est le fondement de sa société contemporaine. Private vice, public benefits. Dans le mariage, le plaisir a fait place au devoir, mais le groupe social qui en fait son métier est rabaissé et méprisé. La bourgeoisie a ses intérêts économiques propres. L'humanisme et la réforme sont liés à l'avènement de la bourgeoisie, qui invente en même temps qu'une vision nouvelle de la nature et de la religion, des formes nouvelles de vie sociale et de pratiques religieuses. Les orateurs religieux et politiques de la bourgeoisie choisissent leurs mots, non pas tant en raison de leur adéquation à l'objet, qu'en fonction de l'effet à produire. Pour Luther, le monde a besoin d'un gouvernement temporel sévère et rigoureux, qui contraigne et oblige les méchants. Le grand apport spirituel des réformateurs, c'est d'avoir énoncé clairement l'idée que le salut de l'homme ne dépend pas des actes sacramentels d'une caste de prêtres, mais du comportement spirituel de chacun. Chez Calvin, cette idée est encore renforcée par la doctrine de la grâce élective, selon laquelle la destination éternelle de chacun échappe totalement aux pratiques de l'Église. Le bourgeois moderne fait preuve d'un grand mépris et d'une grande indifférence à l'égard de l'esprit, et faisant de la religion des valeurs du sacrifice patriotique, les biens suprêmes de l'humanité. Il vénère le succès chez les grands artistes ou savants, mais sans établir de relation avec le contenu de leur activité, et vulgairement matérialiste, incapable de jouissance véritable. Saint-Just avait voulu déposséder les suspects, les ennemis de l'intérieur, et distribuer gratuitement leurs biens aux sans-culottes pauvres, afin de créer de toutes pièces une classe nouvelle qui devrait tout à la Révolution. Le maître de Robespierre, Rousseau, affirmait que la première idée qu'il faut inculquer aux enfants, c'est moins celle de la liberté que celle de la propriété, éloge de la propriété. Rousseau, dans sa lettre à d'Alembert, disait que tout amusement inutile est un mal pour un être dont la vie est si courte et le temps si précieux. Dans la société bourgeoise, chacun est persuadé qu'il travaille pour soi et pense sans cesse à sa propre survie. Il n'existe pas de plan pour établir la manière de satisfaire les besoins de la collectivité.
Chacun fabrique des objets en échange. Il pourra se procurer d'autres objets dont il a besoin. Avec le progrès de l'économie capitaliste, il ne peut épargner le retour à la barbarie malgré l'accroissement de ses richesses. Chacun est le centre du monde et tous les autres sont à l'extérieur. Toute communication est un commerce. Le chef bourgeois, fonctionnaire des choses possédantes, son charisme, la primauté de la parole sur les actes, les rivalités aux postes d'élite, l'exaltation religieuse et patriotique, intégrant les masses mobilisées grâce au mot d'ordre de liberté et de justice. L'égoïsme des masses mené par le chef bourgeois ne peut être satisfait. Les riches ont toujours aimé la théorie selon laquelle la misère est une preuve de culpabilité, bien qu'elle jette une étrange lumière sur la vie des saints et des sages chrétiens. Tous les jours on démontre aux pauvres qu'en vérité, il ne vaut rien. À chaque instant, la société affirme et répète que seules les situations méritent le respect et non les personnes. Prêche sur la pauvreté honorable qui accompagne la vie quotidienne alors que la riche est divinisée. Rabaissement général. On aura toujours besoin d'une élite pour tenir en respect l'instinct de destruction des masses. Les motivations idéologiques ont servi de prétexte au désir de destruction. C'est une pratique courante de la terreur que de la minimiser et même la nier complètement. Calvin fit l'éloge de l'indulgence alors qu'il tortura ses adversaires. Sous la terreur, il y a une paix incroyable et une harmonie entre tous les gens de bien. Freud dit que l'instinct de destruction a toujours besoin de prétextes. Toutes les civilisations renferment en même temps des lois antinomiques. Nietzsche, seul ce qui ne cesse de faire mal est conservé par la mémoire. La conservation des castes en Inde montre de façon nette que la culture est un facteur spécifique de la dynamique sociale. Nietzsche, ce qui fait qu'on se révolte contre la souffrance, ce n'est pas la souffrance en soi, mais son absurdité. Voilà où il faut chercher l'origine de la religion. En Inde, les actes accomplis dans la vie antérieure déterminent la naissance et la caste. Ainsi, un hindou d'une caste inférieure expie ses péchés. Le travail d'exécution exige dans tous les cas une soumission personnelle, un assujettissement de la volonté personnelle. L'intelligence et l'habileté chez les hommes ne sont que le produit de leurs désirs et de leur situation particulière. Claude Adrien Helvétius. L'individu doit faire acte d'obéissance et de soumission. Quiconque veut arriver à quelque chose ou ne pas être éliminé doit apprendre à se faire accepter par les autres. Saint Augustin enseignait déjà « À la paix de la cité se rapporte celle de la famille, de la concorde bien ordonnée de ses habitants dans le commandement et l'obéissance. » L'esprit d'obéissance est l'élément concret de la paix sociale. Dans la vie bourgeoise, l'intérêt de la collectivité a un caractère négatif, étant surtout à écarter les dangers. Dans la vie bourgeoise, l'intérêt de la collectivité a un caractère négatif, étant surtout à écarter les dangers. Le rôle familial de la femme renforce l'autorité de l'ordre établi. Aujourd'hui, le moment d'éclatement de la culture se manifeste plus fortement que les facteurs qui tendent à maintenir sa cohésion. Max Horkheimer, théorie traditionnelle et théorie critique. Merci.